Mes amis, laissez-moi vous raconter l'histoire la plus déchirante que j'ai jamais entendue dans mes 40 années de conseil financier. Il s'appelait Pierre, 55 ans, père de famille dévoué, homme d'une générosité sans limite. Aujourd'hui, il vit seul dans un studio de 20 mètres carrés. Ses enfants ne lui parlent plus. Sa femme l'a quitté et il survit avec les allocations minimum. Comment un homme qui gagnait 80 000 euros par an a-t-il pu finir dans une telle déchéance? La réponse va vous glacer le sang parce que Pierre a commis exactement les 5 erreurs financières que 90% d'entre vous êtes en train de commettre en ce moment même. Pierre était ce qu'on appelle un bon gars, le genre d'homme qui ne sait jamais dire non, qui sort son portefeuille, laissé qu'un proche a un problème, qui prête sans compter et donne sans réfléchir. Il pensait que sa générosité était sa plus belle qualité. Il ne savait pas qu'elle était en train de devenir son poison le plus mortel. Vous voyez, mes amis, la société nous a menti. On nous a fait croire que donner sans limite était noble, que prêter à tout le monde était généreux, que dire oui à chaque demande était la marque d'un bon cœur. Mais moi, Jacob, après avoir accumulé plusieurs milliards et observé des milliers de parcours financiers, je vous dis la vérité brutale. Cette mentalité est la route directe vers la pauvreté, la solitude et le mépris. Regardez autour de vous, dans votre entourage. Qui respecte-t-on vraiment? Est-ce l'homme qui donne tout le temps, qui prête à droite et à gauche, qui se sacrifie constamment? Ou est-ce que lui qui sait dire non, qui protège ses ressources, qui aide de manière réfléchie et stratégique? La réponse est claire, n'est-ce pas? Nous respectons la force, pas la faiblesse, déguisée en bonté. Pierre avait un salaire confortable, une belle maison, des économies qui grandissaient, mais petit à petit, demande après demande, prêt après prêt, don après don, il a vidé ses comptes. Sa sœur avait besoin d'argent pour son divorce. Son beau-frère voulait lancer son restaurant. Ses enfants réclamaient toujours plus d'argent de poche. Ses amis savaient qu'ils pouvaient compter sur lui pour régler l'addition au restaurant. Et Pierre donnait encore et encore, parce qu'il confondait générosité et gentillesse, bonté et faiblesse financière. Écoutez-moi bien, mes amis, car ce que je vais vous dire peut vous sauver des décennies de regrets. Il existe une différence fondamentale entre être généreux et être stupide avec son argent. La générosité stratégique construit des relations durables et renforce votre position sociale. L'auto-sabotage économique vous transforme en distributeur automatique humain que personne ne respecte vraiment. La générosité stratégique, c'est quand vous aidez quelqu'un de manière à ce que cette aide ait un impact réel et durable. C'est quand vous donnez de votre temps pour enseigner plutôt que de donner votre argent pour résoudre temporairement. C'est quand vous investissez dans l'éducation de vos enfants plutôt que de céder à chacun de leurs caprices. C'est quand vous aidez un ami à créer un plan financier plutôt que de lui prêter de l'argent qu'il ne remboursera jamais. L'auto-sabotage économique, c'est tout le contraire. C'est quand vous donnez par culpabilité, par peur du conflit, par besoin d'être aimé. C'est quand vous prêtez de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
C'est quand vous payez pour les autres parce que vous ne supportez pas leur regard déçu. C'est quand vous sacrifiez votre sécurité financière future pour acheter une paix temporaire. Mais voici le paradoxe cruel que Pierre a découvert trop tard. Plus vous donnez de cette manière, moins les gens vous respectent. Plus vous êtes disponible financièrement, plus ils vous prennent pour acquis. Plus vous dites oui, moins votre nom a de valeur. Pierre pensait acheter l'amour et la reconnaissance. En réalité, il s'achetait le mépris et l'indifférence. Sa femme a commencé à le voir comme un faible, incapable de protéger les intérêts familiaux. Ses enfants ont appris à le manipuler émotionnellement pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ses amis ne l'invitaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Sa famille élargie le considérait comme leur solution miracle à tous leurs problèmes financiers. Et Pierre, dans sa bonté mal dirigée, continuait à donner, espérant secrètement qu'un jour, quelqu'un reconnaîtrait ses sacrifices. Ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, le jour où Pierre n'a plus eu d'argent à donner, tous ces gens ont disparu. Sa générosité n'avait créé aucune loyauté réelle, aucun lien authentique, aucune reconnaissance durable. Elle avait simplement fait de lui une ressource exploitable. Et quand cette ressource s'est tarie, il s'est retrouvé seul. Mes amis, si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Pierre, si vous êtes constamment sollicité financièrement, si vous avez du mal à dire non aux demandes d'argent, si vous vous sentez coupable quand vous ne donnez pas, alors vous êtes en danger. Vous êtes peut-être déjà en train de creuser votre propre tombe financière avec une pelleteuse de bonté mal dirigée. La vérité que personne ne veut entendre, c'est que dans ce monde, les ressources limitées créent de la valeur. Et la valeur crée du respect. Si vous donnez tout le temps, vous n'avez aucune valeur. Si vous dites toujours oui, votre nom ne vaut rien. Si vous êtes toujours disponible financièrement, vous devenez invisible humainement. Regardez les personnes vraiment respectées dans votre entourage. Elles ne donnent pas tout le temps, mais quand elles unisent, cela compte. Elles ne prêtent pas à tout le monde, mais quand elles prêtent, c'est réfléchi. Elles ne disent pas oui à toutes les demandes, mais quand elles disent oui, c'est significatif. Leur rareté crée leur valeur, et leur valeur crée leur respect. Je ne vous dis pas de devenir égoïste ou avare. Je vous dis de devenir intelligent avec votre générosité. Je vous dis de comprendre que votre premier devoir est envers votre propre sécurité financière et celle de votre famille immédiate. Je vous dis que vous ne pouvez aider personne si vous-même sombrez. Pierre aurait pu aider bien plus de personnes s'il avait gardé sa richesse et l'avait utilisée de manière stratégique. Au lieu de cela, il a tout dispersé dans des gestes qui n'ont créé aucune valeur durable pour personne, ni pour lui, ni pour ceux qui l'aidaient. Alors, si vous voulez vraiment devenir riche et le rester, si vous voulez que votre générosité ait un impact réel, si vous voulez être respecté pour votre sagesse plutôt qu'exploité pour votre faiblesse, il y a 5 choses que vous ne devez jamais, au grand jamais, donner. Ces 5 éléments sont les piliers de votre sécurité financière future.
Les données, c'est signer votre arrêt de mort économique. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que sont ces 5 choses, pourquoi elles détruisent votre richesse et, surtout, comment dire non de manière élégante et définitive. Car, mes amis, votre survie financière en dépend. Commençons par la première chose que vous ne devez jamais donner si vous voulez devenir riche, votre temps sans contrepartie. Et croyez-moi, c'est exactement ce que vous faites en ce moment même, chaque jour, sans vous en rendre compte. Il y a quelques semaines, j'étais dans mon bureau de Manhattan quand mon assistant m'a dit « Monsieur Jacob, votre cousin David veut vous voir pour discuter d'un projet. » David, un homme charmant, mais qui depuis 20 ans me demande conseil après conseil sans jamais rien appliquer. Vous savez ce que j'ai répondu? Dis-lui que mes consultations coûtent 1 000 $ l'heure, mais qu'en tant que famille, je lui fais un prix, 500 $. Mon assistant était choqué. Mais c'est votre cousin. Exactement. Et c'est précisément pour cela que je dois protéger mon temps. Écoutez-moi bien, l'équation mortelle qui maintient 90% de la population dans la pauvreté est simple et implacable. Temps gratuit égale pauvreté garantie. C'est une loi aussi certaine que la gravité. Quand vous donnez votre temps gratuitement, vous envoyez un message subliminal à l'univers. Mon temps n'a aucune valeur. Et devinez quoi? L'univers vous croit sur parole. Pendant mes 30 années dans les affaires, j'ai observé une différence fondamentale entre les riches et les pauvres. Les pauvres donnent leur temps, les riches le vendent, l'investissent ou le protègent. Warren Buffett ne prend pas de café pour discuter. Bill Gates n'accepte pas les déjeuners pour faire connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le temps est la seule ressource véritablement limitée sur cette terre. Je vais vous poser une question qui va vous déranger. Combien d'heures avez-vous donné gratuitement cette semaine? Combien de petits cafés, de coups de main rapides, de conseils entre amis? Si vous êtes honnête, la réponse va vous faire mal. Très mal. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, un de mes anciens étudiants, brillant ingénieur, 45 ans, toujours prêt à rendre service. Il passait ses soirées à aider ses collègues, ses week-ends à dépanner sa famille, ses vacances à conseiller ses amis sur leurs projets. Un saint, direz-vous? Non, un pauvre, car pendant qu'il donnait son temps gratuitement aux autres, ses propres projets stagnaient, ses compétences ne se monétisaient pas, et sa valeur sur le marché diminuait. Il était généreux avec son temps et misérable avec son compte en banque. Voici la vérité brutale que personne ne vous dira. Quand vous donnez votre temps gratuitement, vous ne rendez service à personne. Vous dévaluez votre expertise. Vous privez quelqu'un d'autre d'un revenu légitime. Et vous vous condamnez à rester pauvre. C'est de la fausse générosité qui détruit 2 vies, la vôtre et celle de la personne que vous aidez, en lui évitant d'apprendre la valeur des choses. Les riches ont un secret que je vais vous révéler maintenant. Ils protègent leur temps comme un trésor national. Ils ont des gardes, des systèmes, des protocoles.
Ils ne laissent personne voler, ne serait-ce qu'une minute de leur existence sans compensation claire et équitable. Permettez-moi de vous enseigner la technique des heures sacrées que j'utilise depuis 30 ans et qui m'a permis de passer de rabbin modeste à milliardaire respecté. Chaque matin, entre 6 heures et 10 heures, mon temps n'existe pas pour les autres. C'est mon temple financier. Pendant ces 4 heures sacrées, je travaille uniquement sur les activités qui génèrent le plus de revenus, stratégie, investissement, création. Personne ne peut m'interrompre, ni ma femme, ni mes enfants, ni le président s'il appelait. Ces 4 heures quotidiennes représentent 20 heures par semaine, 1000 heures par année. À 1000 dollars l'heure, cela fait 1 million de dollars de valeur pure. Comprenez-vous maintenant pourquoi les riches sont si obsédés par la protection de leur temps? Mais comment faire concrètement? Comment dire non sans passer pour un monstre égoïste? Ah, voilà la question à 1 million de dollars. Littéralement. D'abord, arrêtez de vous sentir coupable. La culpabilité est un luxe que les pauvres s'offrent et que les riches ne peuvent pas se permettre. Quand quelqu'un vous demande votre temps gratuitement, cette personne vous vole. Point final. Vous ne vous sentez pas coupable quand vous refusez qu'on vous vole votre portefeuille. Alors pourquoi vous sentir coupable quand quelqu'un veut voler votre temps? Ensuite, transformez chaque oui en investissement. Si votre beau-frère veut des conseils pour son entreprise, parfait. 1000 dollars l'heure, payable d'avance. Si votre voisin veut que vous regardiez ses comptes, merveilleux. 500 dollars la session. Vous verrez comme les demandes diminuent miraculeusement quand elles ont un prix. Mais Jacob, me direz-vous, je ne peux pas demander de l'argent à ma famille. Ah, mes amis, c'est exactement cette mentalité qui vous maintient dans la médiocrité. Votre famille devrait être la première à respecter votre valeur, pas la première à l'ignorer. J'ai appris à ma propre mère à prendre rendez-vous pour me voir. Cruel? Non. Efficace? Absolument. Voici les 3 questions que je me pose avant d'accepter tout rendez-vous, toute demande, toute sollicitation. Ces questions ont changé ma vie et vont changer la vôtre. Première question. Cette personne investit-elle quelque chose en échange de mon temps? Si la réponse est non, la réponse est non. L'investissement peut être financier, bien sûr, mais aussi stratégique. Si rencontrer cette personne peut m'ouvrir des portes, créer des opportunités ou renforcer des relations rentables, alors c'est un investissement mutuel. Deuxième question. Cette activité me rapproche-t-elle de mes objectifs financiers? Soyons clairs, chaque minute de votre vie doit vous rapprocher de la richesse ou vous en éloigner. Il n'y a pas de neutralité. Si aider votre ami à déménager ne vous rapproche pas de vos objectifs, c'est un détour coûteux vers la pauvreté. Troisième question. Quelle est l'opportunité que je sacrifie en disant « oui » ? C'est le coût d'opportunité, mes amis. Pendant que vous aidez gratuitement Pierre à rédiger son CV, vous pourriez facturer 1000 dollars pour optimiser la stratégie marketing de Paul. Chaque « oui » gratuit est un « non » à l'argent. Laissez-moi vous donner un exemple concret. L'année dernière, un journaliste voulait m'interviewer pour un article sur l'entrepreneuriat
1 heure de mon temps juste pour partager mon expérience. J'ai répondu avec plaisir. Mon tarif pour les interviews est de 2 000 $ l'heure. Il était outré. Mais c'est pour aider les jeunes entrepreneurs. Ma réponse, exactement. En payant pour ma valeur, vous leur enseignez la leçon la plus importante. Rien de valable n'est gratuit. Résultat, non seulement il a payé, mais l'article était 1000 fois plus percutant parce qu'il savait qu'il avait investi dans du contenu premium. Et moi, j'ai gagné 2 000 $ pour 1 heure que j'aurais sinon donnée gratuitement. Comprenez bien, je ne vous demande pas de devenir avare ou insensible. Je vous demande de respecter votre valeur. Quand vous valorisez votre temps, vous forcez les autres à le valoriser aussi. C'est un cercle vertueux qui élève tout le monde. Mais attention, il y a un piège mortel dans lequel tombent 90% des gens qui découvrent cette vérité. Parlons maintenant de quelque chose qui m'a coûté personnellement plus de 2 millions de dollars. Mes amis, ne donnez jamais vos idées sans protection. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma carrière, celle qui a failli me ruiner complètement. C'était en fait, j'avais 32 ans et une idée révolutionnaire pour automatiser les transactions immobilières. Imaginez, à cette époque, tout se faisait encore à la main, avec des montagnes de paperasse. Mon concept pouvait réduire le temps de transaction de 6 semaines à 3 jours. J'étais convaincu de tenir la solution qui allait transformer l'industrie. Alors, comme un imbécile naïf que j'étais, j'ai fait ce que font tous les entrepreneurs débutants. J'ai partagé mon idée avec les bonnes personnes. Mon associé potentiel, un homme d'affaires respecté avec 20 ans d'expérience dans l'immobilier. Il m'a écouté pendant 3 heures, a pris des notes détaillées, m'a félicité pour ma brillante innovation et m'a dit qu'il réfléchirait à ma proposition. 3 mois plus tard, je vois une publicité dans le Wall Street Journal. Mon associé potentiel lançait exactement mon système avec exactement mes spécifications sous son propre nom, 2 millions de dollars de revenus la première année. Mon argent, mes revenus volés par ma propre naïveté. Cette nuit-là, assis dans mon bureau, regardant cette publicité, j'ai compris une vérité fondamentale que tous les riches connaissent. Vos idées valent de l'or, et tout le monde veut les voler. Pourquoi? Parce qu'il est 1000 fois plus facile de copier que de créer. Savez-vous pourquoi 90% des entreprises échouent avant même de voir le jour? Ce n'est pas à cause du manque de financement, ce n'est pas à cause de la concurrence, c'est parce que les fondateurs ont tué leur propre projet en partageant leurs idées avec les mauvaises personnes. Chaque fois que vous révélez votre concept à quelqu'un, vous prenez un risque énorme. Cette personne peut vous voler votre idée, bien sûr, mais elle peut aussi la critiquer prématurément, planter des graines de doute dans votre esprit, ou, pire encore, la partager avec ses propres contacts qui pourraient la développer plus rapidement que vous. J'ai vu des entrepreneurs brillants abandonner des projets milliardaires parce qu'un ami bien intentionné leur a dit « Ah, mais ça existe déjà ». Non, ça n'existait pas exactement comme ils l'imaginaient.
mais ce commentaire suffisait à tuer leur motivation. Écoutez-moi bien, votre entourage ne comprend pas vos ambitions. Ils vivent dans la médiocrité. Ils pensent non petit et inconsciemment, ils veulent que vous restiez à leur niveau. Quand vous leur parlez de vos grands projets, leur première réaction est de vous ramener sur terre, de vous faire douter. C'est pour cela que j'ai développé ce que j'appelle la règle des 3 cercles de confiance. Premier cercle, vous uniquement. Vos idées les plus précieuses ne sortent jamais de votre tête sans protection légale. Deuxième cercle, maximum 3 personnes, triées sur le volet, liées par des accords de confidentialité, en béton armé. Troisième cercle, vos conseillers professionnels, avocats, comptables, mentors, tous tenus par le secret professionnel. En dehors de ces cercles, silence total. Vous ne parlez pas de vos projets à votre conjoint, à vos amis, à vos collègues, à personne. Je sais que cela paraît dur, mais c'est la réalité du monde des affaires. La discrétion est votre première ligne de défense. Maintenant, comment transformer vos idées en propriété intellectuelle rentable? Première étape, documenter chaque concept, chaque innovation, chaque processus doit être écrit, daté et, si possible, déposé officiellement. Brevets, marques déposées, droits d'auteur. Utilisez tous les outils légaux à votre disposition. Deuxième étape, créez des prototypes ou des versions bêta avant de révéler quoi que ce soit. Une idée seule ne vaut rien juridiquement. Un prototype, un code source, un modèle économique détaillé. Voilà ce qui se protège et se vend. Troisième étape, établissez des accords de partenariat blindés. Si vous devez travailler avec quelqu'un, que ce soit dans un cadre légal strict, clause de non-concurrence, partage des revenus définis à l'avance, propriété intellectuelle clairement attribuée. Permettez-moi de vous poser une question. Combien d'idées géniales avez-vous eues dans votre vie? Combien avez-vous réellement développé? Si vous êtes honnête, le ratio est probablement désastreux. Pourquoi? Parce que vous les avez tués en les partageant trop tôt avec les mauvaises personnes. L'année dernière, j'ai investi dans une start-up technologique. Le fondateur m'a présenté son concept révolutionnaire pour optimiser la logistique urbaine. Brillant! Mais quand je lui ai demandé à qui d'autre il en avait parlé, il m'a donné une liste de 15 personnes, incluant ses amis, sa famille et plusieurs conseillers autoproclamés. Aucun accord de confidentialité, aucune protection. 6 mois plus tard, 3 entreprises concurrentes lançaient des services similaires. Une coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences dans les affaires. Voici les signaux d'alarme qui indiquent qu'on veut voler votre concept. Premier signal, quelqu'un montre un intérêt excessif pour les détails techniques ou opérationnels de votre idée sans engagement financier de sa part. Les vrais partenaires mettent de l'argent sur la table rapidement. Deuxième signal, on vous pose des questions très spécifiques sur votre modèle économique, vos fournisseurs potentiels ou votre stratégie de mise sur le marché. Ces informations valent de l'or et ne doivent jamais être partagées gratuitement. Troisième signal,
On vous encourage à valider votre concept en le partageant avec d'autres personnes de leur réseau. C'est du vol organisé déguisé en conseil bienveillant. Quatrième signal, on repousse constamment la signature d'accords de confidentialité sous prétexte que ce n'est pas nécessaire entre nous ou que cela complique les choses. Fuyez immédiatement. Je vais vous révéler un secret que les milliardaires connaissent tous. La valeur d'une idée ne réside pas dans l'idée elle-même, mais dans votre capacité à l'exécuter plus rapidement et plus efficacement que quiconque. C'est pourquoi la protection et la vitesse d'exécution sont cruciales. Quand j'ai lancé ma chaîne de restaurants cash haut de gamme, j'ai développé le concept en secret pendant 18 mois. Recettes, fournisseurs, design d'intérieur, stratégie marketing, tout était prêt avant que quiconque ne soupçonne mes intentions. Le jour où j'ai ouvert le premier restaurant, j'avais déjà les contrats pour 5 autres emplacements et une équipe de direction complète. Mes concurrents ont mis 2 ans à comprendre ce que je faisais et 3 ans de plus pour essayer de me rattraper. Trop tard, j'avais déjà capturé 80% du marché. La leçon? Travaillez dans l'ombre jusqu'à ce que vous soyez prêt à frapper fort et vite. Une fois que vous révélez vos cartes, vous n'avez qu'une fenêtre très courte avant que la concurrence ne se réveille. Mes amis, vos idées sont votre capital le plus précieux. Protégez-les comme vous protégeriez vos enfants. Ne les partagez qu'avec des personnes qui ont prouvé leur intégrité et signé des engagements légaux. Développez-les en secret jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment matureuses pour affronter le marché. Et rappelez-vous, dans le monde des affaires, la paranoïa n'est pas une maladie, c'est une compétence de survie. Mais il y a quelque chose de plus dangereux que de partager vos idées avec la concurrence. Quelque chose qui a détruit plus de fortunes et brisé plus de familles que toutes les crises économiques réunies. Je parle du piège le plus sournois dans lequel tombent 1% des gens qui veulent devenir riches. Donner de l'argent à la famille sans contrat. Oui, vous avez bien entendu. 87% des prêts familiaux ne sont jamais remboursés. Jamais. Et derrière chaque pourcentage, il y a un drame humain, une relation brisée, une confiance trahie, un rêve financier qui s'écroule. Permettez-moi de vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma vie. L'histoire qui m'a coûté 50 000 € et qui a failli détruire ma relation avec mon propre frère. C'était en 2008. J'avais déjà commencé à bien gagner ma vie grâce à mes investissements immobiliers. Mon frère David traversait une période difficile. Son entreprise de restauration battait de l'aile, sa femme était enceinte de leur 2e enfant, et les créanciers commençaient à frapper à sa porte. Un soir, il débarque chez moi, les larmes aux yeux. « Jacob, me dit-il, j'ai besoin de ton aide, 50 000 €, juste le temps de me remettre à flot. Tu sais que je suis bon pour te les rendre. Comment voulez-vous dire non à votre propre frère qui pleure dans votre salon? Comment voulez-vous regarder vos neveux grandir en sachant que vous auriez pu sauver leur père de la faillite? Alors j'ai fait ce que font 98% des gens dans cette situation. J'ai sorti mon chéquier,
sans contrat, sans échéance, sans garantie. Juste l'amour fraternel et une poignée de main. Grosse erreur, la plus grosse erreur financière de ma vie. 6 mois passent. Pas de nouvelles. Un an, silence radio. Quand j'aborde le sujet lors du repas de Pessa, David change de conversation. Quand je l'appelle directement, il devient agressif. Tu ne vas quand même pas me mettre la pression pour quelques milliers d'euros alors que je galère. Quelques milliers. Nous parlons de 50 000 euros. 2 ans plus tard, mon frère achète une nouvelle voiture. 3 ans après, il part en vacances aux Maldives. Et moi, je n'ai jamais revu un centime de mes 50 000 euros. Pire encore, notre relation s'est détériorée. Les repas de famille sont devenus tendus. Mes parents prennent parti pour lui. Arrête d'être radin. C'est ton frère. Ma femme me reproche d'avoir été naïf. Voilà la vérité brutale que personne ne vous dit. Quand vous mélangez l'amour et l'argent sans règles claires, vous perdez les deux. L'amour familial ne rembourse pas les dettes, l'affection ne paie pas les factures, et la culpabilité émotionnelle ne fait pas fructifier vos investissements. Mais pourquoi cette situation se répète-t-elle dans 87% des cas? Parce que les dynamiques psychologiques à l'œuvre sont redoutables. Quand vous prêtez de l'argent à un membre de votre famille, vous créez un déséquilibre de pouvoir qui empoisonne la relation. Celui qui doit de l'argent commence à éviter celui qui a prêté. Il se sent humilié, diminué. Pour préserver son ego, il trouve des excuses, des justifications. Il se convainc que finalement, il méritait cet argent, que vous pouvez vous le permettre, que ce n'était pas vraiment un prêt, mais plutôt une aide. Et vous, le prêteur, vous êtes coincé. Réclamer votre argent fait de vous le méchant de la famille. Ne rien dire fait de vous un pigeon. C'est un cercle vicieux où tout le monde perd. J'ai appris cette leçon à mes dépens, mais elle a transformé ma façon d'aborder les finances familiales. Aujourd'hui, j'applique ce que j'appelle le protocole de prêt familial qui sauve les relations, ôter l'argent. Et croyez-moi, depuis que j'ai mis en place ce système, je n'ai plus jamais perdu un centime et mes relations familiales n'ont jamais été aussi saines. Première règle du protocole, distinguer l'aide d'urgence du prêt. Si votre sœur a besoin de 200 euros pour payer des médicaments urgents pour son enfant, donnez-les. Pointe finale. Considérez que c'est un cadeau et n'en reparlez jamais. Mais si votre cousin vous demande 10 000 euros pour monter son business, c'est un prêt. Et un prêt, ça se formalise. Deuxième règle, tout prêt supérieur à 1 000 euros doit faire l'objet d'un contrat écrit. Oui, même avec votre mère. Oui, même avec votre meilleur ami. Le contrat protège les deux parties. Il établit clairement le montant, les échéances, les intérêts si nécessaire et les conséquences en cas de non-remboursement. Troisième règle. Exiger des garanties proportionnelles au montant prêté. Pour 10 000 euros, demandez une hypothèque sur un bien. Pour 5 000 euros, demandez un co-signataire solal. Pour 1 000 euros, contentez-vous du contrat. Sans garantie, pas de prêt. C'est aussi simple que ça. Quatrième règle, et c'est peut-être la plus importante, apprenez à dire non. La manipulation émotionnelle est l'arme favorite de ceux qui veulent votre argent sans le rendre. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aiderais.
après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. Ces phrases sont des signaux d'alarme. Une personne qui vous aime vraiment ne vous mettrait jamais dans cette position. Comment distinguer une vraie urgence de la manipulation émotionnelle? C'est simple, une vraie urgence accepte vos conditions. Une manipulation les refuse. Si votre frère a vraiment besoin d'argent pour sauver son entreprise, il sera soulagé que vous proposiez un contrat en bonne et due forme. Il vous remerciera de protéger votre relation. En revanche, si sa première réaction est « Quoi? Tu ne me fais pas confiance? » Fuyez. C'est de la manipulation pure. Laissez-moi vous donner un exemple concret. L'année dernière, ma nièce m'a demandé 15 000 € pour acheter sa première voiture. Au lieu de sortir mon chéquier comme j'aurais fait l'avant, j'ai appliqué mon protocole. Très bien, lui ai-je dit, je vais te prêter cet argent à 3% d'intérêt, remboursable sur 3 ans, avec un contrat en bonne et due forme. Si tu acceptes ces conditions, nous signons demain. Sa réaction? Merci, tonton. C'est exactement ce que j'espérais. Un vrai prêt avec de vraies conditions. Comme ça, je pourrais te rembourser dignement et garder ma fierté. 18 mois plus tard, elle a remboursé par anticipation. Notre relation n'a jamais été aussi forte. Voyez-vous la différence? Quand vous traitez l'argent familial comme de l'argent tout court, avec respect et professionnalisme, vous préservez les relations et vous protégez votre patrimoine. Quand vous le traitez avec sentimentalisme et naïveté, vous perdez tout. Mais attention, il y a un piège encore plus sournois, les demandes récurrentes. Vous connaissez cette personne dans votre famille qui revient tous les 6 mois avec une nouvelle urgence? C'est un parasite financier, et les parasites financiers ont une particularité. Ils ne s'arrêtent jamais. Plus vous donnez, plus ils demandent. C'est un puits sans fond qui peut engloutir toute votre fortune. Mon conseil, après la première demande refusée ou mal remboursée, fermez définitivement le robinet. Une personne qui ne respecte pas l'argent que vous lui prêtez ne vous respecte pas. Pointe finale. Et si vous êtes déjà dans cette situation, si vous avez déjà prêté de l'argent sans contrat et que vous vous demandez comment le récupérer, il existe une technique que j'appelle la relance progressive. Commencez par une conversation amicale. Au fait, tu te souviens des X euros que je t'ai prêtés? Où en es-tu niveau remboursement? Si ça ne fonctionne pas, passez à l'écrit. Un email simple. Je récapitule notre accord du SBEC pour un prêt de X euros. Peux-tu me confirmer tes échéances de remboursement? Toujours pas de réponse? Là, vous savez à qui vous avez affaire. Considérez cet argent comme perdu et tirez-en les leçons pour l'avenir. Parfois, payer pour connaître le vrai visage de quelqu'un est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Considérez cet argent comme perdu et tirez-en les leçons pour l'avenir. Parfois, payer pour connaître le vrai visage de quelqu'un est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Mais parlons maintenant de quelque chose qui vaut encore plus cher que votre argent, mes amis. Quelque chose que vous donnez gratuitement tous les jours sans même vous en rendre compte. Votre réseau, vos contacts. Ces précieuses connexions que vous avez mis des années à construire et que vous bradez comme des cacahuètes dans un bar. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marc, un homme brillant de 52 ans que j'ai rencontré lors d'une conférence à Paris.
Marc était ce qu'on appelle un super-connecteur. Il connaissait tout le monde et tout le monde l'appréciait. Quand quelqu'un cherchait un comptable, Marc connaissait le meilleur. Un architecte, Marc avait son carnet d'adresses. Un investisseur pour un projet. Marc vous présentait 3 candidats en une semaine. Marc était fier de son rôle d'entremetteur. Il se sentait important, utile, apprécié. Mais quand j'ai creusé un peu plus profondément lors de notre conversation, j'ai découvert une réalité amère. Marc était au bord de la faillite. Malgré toutes ses connexions, malgré tous les services rendus, il ne trouvait personne pour l'aider dans ses propres projets. Les gens qu'il avait mis en relation faisaient des millions ensemble. Mais Marc restait sur la touche, regardant les autres prospérer grâce à ses présentations. Cette histoire vous semble familière. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire peut transformer votre vie financière dès aujourd'hui. Votre réseau n'est pas un service public. Ce n'est pas une œuvre de charité. Votre réseau, c'est votre actif le plus précieux, plus valuable que votre maison, votre voiture, même votre compte en banque. Pourquoi? Parce que dans notre économie moderne, les affaires se font entre personnes qui se font confiance. Et cette confiance, vous la construisez contact après contact, relation après relation. Chaque personne dans votre carnet d'adresses représente potentiellement des dizaines, des centaines, parfois des millions d'euros d'opportunités. Mais voici l'erreur fatale que commettent la plupart des gens. Ils distribuent leurs contacts comme des prospectus dans la rue. Ah, tu cherches un avocat? Je te présente Michel. Tu veux investir dans l'immobilier? Laisse-moi t'introduire auprès de Sophie. Et hop, ils créent des connexions sans jamais penser à ce qu'ils reçoivent en retour. Le résultat? Ils deviennent invisibles. Les gens qui l'ont présenté développent leur propre relation et oublient qui les a mis en contact. L'entremetteur généreux finit par être contourné, exclu des futures opportunités qu'il a lui-même créées. J'ai appris cette leçon à mes dépens il y a 20 ans. J'étais jeune rabbin, fraîchement installé, et je voulais me rendre utile à ma communauté. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'aide, je puisais dans mes contacts. Je présentais des partenaires d'affaires, je recommandais des services, je facilitais des collaborations. Je pensais que cette générosité me reviendrait naturellement. Quelle naïveté! Non seulement elle ne m'est jamais revenue, mais pire encore, certains de mes contacts ont commencé à me voir comme un simple annuaire ambulant. Ils m'appelaient uniquement quand ils avaient besoin d'une présentation, jamais pour me proposer des opportunités. C'est là que j'ai développé ma méthode des présentations à triple bénéfice. Écoutez attentivement, car cette stratégie m'a permis de transformer chaque introduction en opportunité personnelle. Voici comment cela fonctionne. Avant de présenter 2 personnes, je m'assure qu'il y a 3 gagnants dans la transaction. La personne A, la personne B et moi, toujours, sans exception. Par exemple, quand David, un promoteur immobilier, m'a demandé de le présenter à Sarah, une investisseuse que je connaissais, je n'ai pas simplement organisé un déjeuner et disparu. J'ai structuré la présentation comme ceci. David, je peux vous présenter Sarah, qui cherche justement des projets immobiliers de votre calibre. En échange, j'aimerais que vous regardiez si vous avez des opportunités d'investissement
pour mon fonds de développement communautaire. Sarah: David a des projets intéressants, mais j'aimerais que vous considériez aussi d'investir dans notre nouveau centre éducatif. Le résultat, David et Sarah ont fait affaire pour 3 millions d'euros. Moi, j'ai obtenu un investissement de 500 000 euros pour mon projet communautaire, plus une commission de conseil de David pour les futures présentations d'investisseurs. Vous voyez la différence? Au lieu d'être l'intermédiaire oublié, je suis devenu le partenaire stratégique indispensable. Chaque présentation renforce ma position au lieu de l'affaiblir. Mais attention, cette méthode demande de la finesse. Il ne s'agit pas de forcer des contreparties artificielles. Il faut identifier les besoins réels de chaque partie et créer des synergies authentiques. Parfois, ma contrepartie n'est pas financière directe, mais stratégique, une introduction en retour, un accès à un nouveau marché, une recommandation auprès d'autres contacts. L'art, c'est de présenter ces conditions non pas comme des exigences, mais comme des opportunités naturelles. En fait, pendant que vous discutez de ce projet, il se trouve que j'ai aussi quelque chose qui pourrait vous intéresser. Maintenant, parlons des 3 types de personnes que vous ne devez jamais présenter dans votre réseau, même si on vous supplie à genoux. Premier type, les vampires énergétiques. Ces personnes qui aspirent tout sur leur passage, qui transforment chaque opportunité en drame personnel. Vous les reconnaissez facilement. Elles parlent toujours de leurs problèmes, jamais de leurs solutions. Elles demandent constamment de l'aide, mais n'offrent jamais rien en retour. Si vous présentez un vampire énergétique à vos précieux contacts, devinez qui va être tenu pour responsable quand tout tournera mal? J'ai fait cette erreur une fois avec Robert, un homme qui semblait charmant au premier abord. Je l'ai présenté à 3 de mes contacts d'affaires. En 6 mois, Robert avait épuisé la patience de tous, multiplié les demandes sans jamais honorer ses engagements, et créé tellement de tensions que 2 de mes contacts ont refusé de me parler pendant des mois. J'ai appris que protéger la qualité de son réseau, c'est protéger sa propre réputation. Deuxième type, les collectionneurs de contacts. Ces personnes qui accumulent les cartes de visite comme des trophées, mais qui n'ont aucune intention de créer de vraies relations. Ils voient chaque présentation comme une opportunité d'élargir leur propre carnet d'adresses sans jamais rien apporter de valable. Ils transforment vos introductions en simple opération de pillage de réseau. Troisième type, les concurrents déguisés. Ceux-là sont les plus dangereux. Ils se présentent comme des partenaires potentiels, mais leur véritable objectif est d'accéder à vos contacts pour les détourner à leur profit. J'ai vu des gens perdre leurs meilleurs clients après avoir innocemment présenté quelqu'un qui offrait les mêmes services qu'eux. Comment les identifier? Posez-vous ces questions. Cette personne a-t-elle déjà fait quelque chose de concret pour moi? A-t-elle une réputation solide que je peux vérifier? Ces demandes sont-elles spécifiques et légitimes ou vagues et opportunistes? Et surtout, ai-je quelque chose à gagner de cette présentation? Rappelez-vous ceci.
Chaque fois que vous présentez quelqu'un, vous engagez votre crédibilité. Vous dites implicitement, cette personne mérite votre temps et votre confiance parce que moi, je lui fais confiance. Si cette personne déçoit, c'est votre réputation qui en souffre. Votre réseau, mes amis, c'est comme un jardin rare. Il faut des années pour le cultiver, mais quelques mauvaises graines peuvent le détruire en quelques mois. Protégez-le jalousement, nourrissez-le stratégiquement, et il vous nourrira en retour pour le reste de votre vie. La prochaine fois que quelqu'un vous demande une présentation, ne répondez pas impulsivement par générosité. Réfléchissez stratégiquement. Demandez-vous, qu'est-ce que j'y gagne? Comment cette présentation peut-elle renforcer ma position plutôt que l'affaiblir? Parce que la vérité cruelle, c'est que si vous ne valorisez pas vos propres contacts, personne d'autre ne le fera à votre place. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose qui me fait froid dans le dos chaque fois que j'y pense. Votre crédit et votre réputation. Mes amis, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette conversation aujourd'hui, que ce soit ceci: votre nom vaut infiniment plus que tous les billets que vous pourriez avoir en banque. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus terrifiante que j'ai jamais vécue dans le monde des affaires. C'était en 2003. J'avais un ami proche, appelons-le David, un entrepreneur brillant qui dirigeait une société de construction florissante. Nous nous connaissions depuis 15 ans. Nos familles dînaient ensemble le vendredi soir, nos enfants jouaient ensemble. Un jour, David vient me voir avec des larmes dans les yeux. « Jacob, j'ai une opportunité en or, un contrat de 5 millions d'euros, mais la banque exige une caution personnelle que je ne peux pas fournir seul. Tu es mon frère, aide-moi. » Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit non. Et vous savez pourquoi David n'est plus mon ami aujourd'hui? Parce que 3 mois plus tard, il a trouvé quelqu'un d'autre pour se porter caution. Un brave homme, père de 4 enfants, qui croyait en l'amitié plus qu'en la prudence. 6 mois après, l'affaire s'effondrait. David disparaissait avec ce qui restait de liquide, et ce brave homme perdait sa maison, sa voiture et l'héritage qu'il comptait laisser à ses enfants. Mais voici le plus terrible dans cette histoire. Ce n'est pas seulement l'argent qu'il a perdu, c'est sa réputation. Les banques l'ont fiché. Plus personne ne voulait faire affaire avec lui. Même ses propres clients ont commencé à douter. Un homme respectable s'est retrouvé traité comme un paria financier. Tout ça parce qu'il avait donné sa signature à la légère. Écoutez-moi bien, votre crédit, votre réputation, c'est votre véritable richesse. Vous pouvez perdre votre argent et le récupérer. Vous pouvez perdre votre maison et en racheter une autre. Mais si vous perdez votre crédit, si vous salissez votre nom, vous repartez de zéro avec un handicap énorme. C'est comme essayer de courir un marathon avec une balle dans le pied. Il y a 5 situations où votre crédit est en danger mortel, et je vais vous les révéler maintenant parce que la plupart des gens les ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Première situation. Quand quelqu'un vous demande de vous porter caution pour lui, même si c'est votre frère, même si c'est votre meilleur ami, la règle d'or que je suis depuis 30 ans, si quelqu'un a besoin de votre signature pour obtenir de l'argent, c'est que les banques, qui sont des professionnels du risque, estiment qu'il ne peut pas rembourser. Pourquoi seriez-vous plus malin qu'eux? Deuxième situation dangereuse.
co-signer un prêt avec quelqu'un. Allez, on signe ensemble. Comme ça, on obtient de meilleures conditions. Non, mes amis, vous devenez responsable de 100% de la dette si l'autre partie défaille. Et croyez-moi, Murphy's Law s'applique toujours. Tout ce qui peut mal tourner, tournera mal. Troisième piège, prêtez votre nom à une entreprise dont vous n'êtes pas totalement propriétaire. J'ai vu des gens brillants devenir dirigeants sociaux d'entreprises pour rendre service et se retrouver personnellement responsables de dettes qu'ils n'avaient même pas contractées. Votre nom sur un papier officiel, c'est votre patrimoine en jeu. Quatrième danger, avaliser des chèques ou des traites pour dépanner quelqu'un. C'est juste pour quelques semaines, le temps que ma situation se débloque. Ces quelques semaines se transforment en cauchemar permanent quand la personne disparaît et que les créanciers se retournent contre vous. Cinquième situation mortelle. Garantir le loyer de quelqu'un. Vous pensez aider un ami à décrocher un bel appartement et vous vous retrouvez à payer son loyer pendant des mois parce qu'il a perdu son travail ou simplement décidé que c'était à vous de payer. Maintenant, comment faire quand quelqu'un vous demande votre caution? J'ai développé ma propre méthode d'évaluation, que j'appelle le test des 5 questions. Première question. Cette personne a-t-elle les moyens réels de rembourser sans ma garantie? Si oui, pourquoi a-t-elle besoin de moi? Deuxième question. Suis-je prêt à perdre cette somme d'argent définitivement? Parce que c'est exactement ce qui va se passer dans la plupart des cas. Troisième question cruciale. Cette personne m'a-t-elle déjà emprunté de l'argent et remboursé dans les temps? Si elle n'a jamais pu me rembourser 50 €, pourquoi pourrait-elle rembourser 50 000 € à une banque? Quatrième question. Que se passera-t-il avec notre relation si les choses tournent mal? Parce que ça arrivera. Et vous vous retrouverez non seulement ruiné, mais aussi privé d'un ami. Cinquième et dernière question. Ai-je consulté ma famille avant de prendre cette décision? Parce que, quand vous signez cette caution, vous engagez aussi l'avenir de votre conjoint et de vos enfants. Ont-ils leur mot à dire? Vous savez quoi? Dans 90% des cas, après ces 5 questions, la réponse est non. Et c'est très bien comme ça, parce que préserver votre crédit, c'est préserver votre liberté future. Mais, Jacob, me direz-vous, que faire si j'ai déjà commis cette erreur? Si ma réputation est déjà endommagée? Écoutez, je vais vous confier quelque chose de personnel. J'ai dû reconstruire ma réputation 2 fois dans ma vie. La première fois après une faillite en Ketinoket-Massit. La seconde après un partenariat désastreux en 1948. La reconstruction d'une réputation, c'est comme cultiver un jardin après un incendie. Ça prend du temps, de la patience et beaucoup d'humilité. Première étape, assumez complètement vos erreurs. N'essayez pas de vous justifier ou de rejeter la faute sur les autres. Les gens respectent ceux qui prennent leurs responsabilités. Deuxième étape, remboursez ce que vous pouvez, même par petites sommes. Montrez votre bonne foi par des actes, pas par des paroles. J'ai mis 3 ans à rembourser ma première dette. 10 € par 10 € parfois. Mais chaque remboursement reconstruisait un petit morceau de ma crédibilité. Troisième étape, soyez transparent
dans toutes vos nouvelles transactions. Pas de promesses extravagantes, pas de projets miracles. Faites ce que vous dites, tenez vos engagements, même les plus petits. La confiance se reconstruit goutte par goutte. Quatrième étape, entourez-vous de personnes qui croient en votre capacité de changement. Évitez ceux qui ne cessent de ressasser vos erreurs passées. Votre énergie doit se concentrer sur l'avenir, pas sur les regrets. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Parfois, perdre sa réputation peut être le meilleur cadeau de la vie. Ça vous force à reconstruire sur des bases plus solides, avec plus de sagesse. Mes 2 reconstructions m'ont appris plus sur les affaires que toutes mes réussites faciles. Mais attention, ne prenez pas cela comme une excuse pour être négligent avec votre crédit. Reconstruire une réputation détruite demande 10 fois plus d'efforts que de la préserver dès le départ. Et certaines tâches ne s'effacent jamais complètement. Alors, voici ma règle finale sur ce sujet. Traitez votre réputation comme vous traiteriez la santé de vos enfants, avec une vigilance absolue, une protection farouche et la conscience que certains dommages sont irréversibles. Votre nom vous survivra, mes amis. Assurez-vous qu'il soit synonyme d'intégrité et de fiabilité, pas de négligence et de promesses brisées. Votre nom vous survivra, mes amis. Assurez-vous qu'il soit synonyme d'intégrité et de fiabilité, pas de négligence et de promesses brisées. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose de fascinant. Quand j'ai commencé à appliquer ces 5 règles religieusement, et croyez-moi, le terme est approprié venant d'un rabbin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Chaque nom que je prononçais générait non pas 1, mais 3 nouvelles opportunités. C'est ce que j'appelle l'effet domino positif. Et c'est probablement le phénomène le plus mal compris du monde des affaires. Écoutez-moi bien, quand vous refusez de prêter de l'argent à votre beau-frère pour son énième projet farfelu, 3 choses se produisent simultanément. Premièrement, vous gardez votre capital intact pour une vraie opportunité. Deuxièmement, votre beau-frère comprend, enfin, qu'il doit prendre ses responsabilités. Troisièmement, et c'est là que ça devient intéressant, votre réputation de personne sérieuse se répand. Soudainement, des gens avec de vrais projets commencent à vous approcher parce qu'ils savent que si vous dites « oui, c'est du sérieux », j'ai développé ce que j'appelle mon système de générosité calculée. Non, ce n'est pas un oxymore, c'est de l'intelligence pure. Voyez-vous, être généreux sans stratégie, c'est comme arroser le désert. Vous gaspillez vos ressources et rien ne pousse. Mais être généreux de manière calculée, c'est planter des graines dans un terrain fertile au bon moment, avec la bonne quantité d'eau. Voici comment cela fonctionne. Au lieu de donner aveuglément à tous ceux qui tendent la main, je choisis soigneusement 3 catégories de bénéficiaires. Premièrement, les personnes qui peuvent m'apporter quelque chose en retour. Et je ne parle pas forcément d'argent. Parfois c'est de la connaissance, parfois des contacts, parfois simplement de la loyauté. Deuxièmement, les causes qui alignent parfaitement avec mes valeurs et qui peuvent amplifier mon impact. Troisièmement, les individus qui ont démontré
leur capacité à transformer l'aide reçue en quelque chose de plus grand. Cette approche me permet de multiplier mes retours par 10, pas seulement financièrement, mais aussi en termes d'influence, de réseau et de satisfaction personnelle. C'est cela, la vraie générosité. Maximiser l'impact de chaque euro que vous donnez. Mais attention, mes amis, voici où les gens se trompent complètement sur les riches. Ils pensent que nous sommes égoïstes parce que nous disons non plus souvent que oui. C'est exactement l'inverse qui se produit. Les vrais riches sont en réalité beaucoup plus généreux que la moyenne, mais nous sommes généreux de manière intelligente. Nous ne gaspillons pas notre générosité sur des causes perdues d'avance. Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. J'ai un ami, appelons-le David, qui gagne correctement sa vie, mais qui se plaint constamment de ne pas avoir d'argent. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il dit oui à tout et à tout le monde. Il prête 500 €, ici offre un dîner hors budget là, achète des cadeaux qu'il ne peut pas se permettre. Il pense être généreux, mais en réalité, il sabote sa propre capacité à être véritablement utile à long terme. Moi, en revanche, je peux me permettre de financer entièrement l'éducation d'un jeune talentueux ou de sauver une entreprise familiale en difficulté. Précisément parce que j'ai dit non à 1000 petites demandes insignifiantes. Qui est le plus généreux au final? Celui qui donne un peu à beaucoup, sans impact, ou celui qui transforme complètement quelques vies? Cette révélation m'a frappé quand j'ai eu 45 ans. Jusqu'alors, j'étais comme David, bon cœur, mais stratégiquement désastreux. Et puis, j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai décidé d'appliquer ces 5 règles avec une rigueur militaire pendant exactement 1 an. Les résultats ont été si spectaculaires que j'ai quadruplé ma fortune personnelle en moins de 3 ans. Voulez-vous savoir comment, en arrêtant de financer les rêves des autres pour me concentrer sur les miens, en cessant de prêter sans garantie pour investir dans des actifs tangibles, en refusant de cautionner les erreurs d'autrui pour protéger ma propre réputation, en gardant mes idées pour moi jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement développées, et en préservant ma parole comme le bien le plus précieux que je possède. Mais attention, le chemin n'a pas été sans embûches. J'ai commis des erreurs et je veux vous éviter de les reproduire. La première erreur, c'est d'être trop brutal dans l'application de ces règles. Quand j'ai commencé, je disais non de manière si abrupte que j'ai blessé des gens que j'aimais. J'ai appris qu'il faut dire non avec diplomatie, en expliquant vos raisons sans vous justifier. La deuxième erreur, c'est de confondre ces règles avec de la pingrerie généralisée. Ce ne sont pas des règles de radin, ce sont des règles de stratège. Il y a une différence énorme entre être calculateur et être avare. L'avare accumule par peur. Le stratège investit pour grandir. La troisième erreur, et probablement la plus coûteuse, c'est de ne pas avoir communiqué ces changements à ma famille. Ma femme pensait que j'étais devenu fou quand j'ai commencé à refuser certaines demandes familiales.
Il faut absolument expliquer votre démarche à vos proches. Sinon, ils interpréteront vos nouveaux comportements comme de l'égoïsme. Voici une vérité que personne ne vous dira. L'abondance n'est pas le résultat de ce que vous gagnez, mais de ce que vous ne perdez pas. Chaque euro que vous ne gaspillez pas est un euro qui peut se multiplier. Chaque opportunité que vous ne ratez pas en étant trop généreux avec votre temps est une opportunité qui peut changer votre vie. Regardez les milliardaires que vous admirez. Pensez-vous qu'ils sont arrivés là en disant oui à tout le monde, en prêtant de l'argent à tous leurs amis d'enfance, en partageant leurs meilleures idées avant de les avoir développées? Bien sûr que non. Ils ont appris, souvent douloureusement, que la générosité mal dirigée est le chemin le plus sûr vers la médiocrité financière. Et voici le paradoxe le plus délicieux de tous. Plus vous appliquez ces règles, plus vous devenez capable d'une vraie générosité, parce que vous avez les moyens de vos ambitions philanthropiques. Vous pouvez changer des vies au lieu de simplement distribuer de petits pansements sur de grandes blessures. Mes amis, nous approchons du moment de vérité. Dans quelques minutes, je vais vous révéler la synthèse ultime de tout ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Une formule si puissante qu'elle peut littéralement transformer votre situation financière en moins de 6 mois. Mais avant cela, je veux m'assurer que vous avez bien intégré cette notion fondamentale. Vos non d'aujourd'hui financent vos oui de demain. Mes amis, nous voilà arrivés au moment de vérité. Vous avez écouté, vous avez compris, peut-être même que vous avez hoché la tête en reconnaissant vos propres erreurs. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec la brutalité bienveillante d'un rabbin qui a vu trop d'hommes et de femmes gâcher leur potentiel. La compréhension sans action, c'est comme avoir la recette du meilleur plat du monde et mourir de faim en la regardant. Alors maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Je vais vous donner un plan d'action si précis, si méthodique que si vous l'appliquez à la lettre, dans 6 mois, vous me remercierez. Et si vous ne l'appliquez pas, eh bien, dans 6 mois, vous serez exactement au même endroit, avec 6 mois de regrets en plus. Première décision que vous devez prendre avant demain matin, et j'insiste sur avant demain matin, parce que l'urgence crée la réalité. Vous devez identifier votre fuite financière principale. Pas toutes vos fuites, juste la principale. Celle qui vous coûte le plus cher émotionnellement et financièrement. Pour certains, c'est cette tendance pathologique à vouloir toujours impressionner au restaurant. Pour d'autres, c'est cette manie de dire oui à tous les prêts familiaux. Identifiez cette fuite, donnez-lui un nom, regardez-la en face comme on regarde un ennemi qu'on s'apprête à vaincre. Moi, ma plus grande fuite était ma générosité mal placée envers les amis entrepreneurs. Chaque semaine, quelqu'un venait me voir avec l'opportunité du siècle et moi, dans ma naïveté bienveillante, je sortais le carnet de chèques. Jusqu'au jour où j'ai calculé. En 2 ans, j'avais donné l'équivalent d'un appartement parisien en investissement dans des projets fumeux. Ce jour-là, j'ai pris ma première vraie décision de riche. Plus jamais d'argent personnel dans les rêves des autres. Deuxième décision cruciale. Vous allez établir votre protocole de protection.
Concrètement, cela signifie définir vos règles non négociables. Par exemple, je ne prête plus d'argent, point final. Ou je ne paye plus l'addition complète quand nous sommes en groupe. Ou encore, je n'achète plus rien par impulsion émotionnelle. Ces règles doivent être claires, simples et surtout absolues. Pas d'exception pour cette fois. Pas de bon juste pour lui. Les riches ont des principes, les pauvres ont des excuses. Troisième décision, la plus délicate, vous devez choisir qui mérite de connaître ce nouveau vous, parce que croyez-moi, quand vous commencerez à dire non, certaines personnes vont réagir comme si vous veniez de tuer leur animal de compagnie. Ils vont vous accuser d'être devenu égoïste, radin, différent. Et vous savez quoi? Ils auront raison sur le dernier point. Vous êtes effectivement en train de devenir différent. C'est exactement le but. Maintenant, parlons stratégie de communication. Comment annoncer ces changements sans transformer votre entourage en tribunal d'accusation? Première règle, ne vous justifiez pas. Le moment où vous commencez à expliquer pourquoi vous ne pouvez plus prêter d'argent, vous avez déjà perdu. Contentez-vous d'un, ce n'est plus possible pour moi, et changez de sujet. Les gens respectent la fermeté. Ils méprisent la faiblesse déguisée en politesse. Deuxième règle de communication, proposez des alternatives. Au lieu de dire « Je ne peux pas te prêter d'argent », dites « Je ne prête plus d'argent, mais je peux t'aider à trouver d'autres solutions ». Cette approche transforme votre refus en service. Et croyez-moi, ceux qui vous en voudront après ça n'étaient pas vraiment vos amis, juste vos utilisateurs. Voici maintenant mon protocole des 30 premiers jours, celui-là même qui a transformé ma relation à l'argent. Jour 1 à 10. Période d'observation pure. Vous notez tout, absolument tout, chaque dépense, chaque fois où vous avez envie de donner, de prêter, de payer pour quelqu'un d'autre. Vous ne changez rien encore. Vous observez juste vos patterns automatiques. C'est terrifiant de découvrir à quel point nous sommes prévisibles dans nos faiblesses financières. Jour 11 à 20. Période d'intervention douce. Vous commencez à appliquer la règle des 24 heures. Avant toute dépense non essentielle ou tout cadeau spontané, vous attendez 24 heures. Vous seriez surpris de découvrir combien d'impulsions généreuses disparaissent avec un simple délai. Notre cerveau émotionnel est puissant, mais pas très endurant. Jour 20 et 1 à 30. Période de consolidation. Vous appliquez maintenant vos nouvelles règles sans compromis. C'est la phase la plus difficile, celle où votre entourage va tester votre résolution. Ils vont essayer la culpabilisation, la manipulation affective, parfois même la colère. Tenez bon. Chaque nom que vous prononcez pendant cette période construit votre muscle financier pour l'avenir. Comment savoir que vous êtes sur la bonne voie? Premier signe infaillible, vous dormez mieux quand on arrête de s'inquiéter constamment pour l'argent qu'on a donné aux autres. Notre stress nocturne diminue drastiquement. Deuxième signe, vous commencez à remarquer des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Bizarre, non? En réalité, quand votre cerveau n'est plus focalisé sur la survie financière, il peut enfin se concentrer sur la croissance. Troisième signe, certaines personnes commencent à vous éviter. Paradoxalement, c'est une excellente nouvelle. Ces gens ne s'intéressaient à vous que pour ce que vous pouviez leur donner.
Leur départ libère de l'espace pour de vraies relations basées sur l'échange mutuel, plutôt que sur votre générosité unilatérale. Laissez-moi maintenant vous faire une promesse personnelle basée sur 40 années d'expérience et l'observation de centaines de parcours de réussite. Si vous appliquez ces principes pendant 6 mois, voici ce qui va se passer dans votre vie. Premièrement, votre compte en banque va cesser d'être une source d'angoisse pour devenir un outil de liberté. Vous aurez probablement économisé l'équivalent de 2 à 3 mois de salaire juste en arrêtant de financer la vie des autres. Deuxièmement, votre entourage va se qualifier naturellement. Les parasites financiers vont disparaître, remplacés par des personnes qui vous respectent pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur donner. Cette transformation sociale est souvent plus précieuse que l'aspect financier. Troisièmement, vous allez développer une confiance en vous que vous n'aviez jamais eue. Savoir dire non et s'y tenir, c'est découvrir qu'on a plus de pouvoir qu'on ne le croyait. Cette confiance va se répandre dans tous les aspects de votre vie, professionnelle, familiale, personnelle. Quatrièmement, vous allez attirer différemment. Les riches reconnaissent les riches, pas forcément par l'argent qu'ils possèdent, mais par les habitudes qu'ils affichent. Quand vous arrêtez de vous comporter en distributeur automatique humain, vous commencez à attirer des personnes et des opportunités d'un autre calibre. Et enfin, vous allez découvrir le vrai plaisir de donner, parce que donner, quand on a les moyens et qu'on le choisit, c'est un acte de puissance. Donner par obligation ou manipulation, c'est un acte de faiblesse. La différence entre les deux est la différence entre être riche et rester pauvre. Mes amis, nous sommes arrivés au terme de ce voyage. Vous avez maintenant entre vos mains les clés qui ont transformé ma vie et celle de milliers d'autres personnes. Ces 5 choses à ne jamais donner ne sont pas juste des conseils financiers, ce sont les fondations d'une vie de liberté et de prospérité. Mais rappelez-vous, la connaissance sans action n'est que divertissement coûteux. Vous pouvez retourner à votre vie d'avant, continuer à financer la réussite des autres au détriment de la vôtre, ou vous pouvez choisir de devenir la personne que vous étiez destiné à être. Quelqu'un qui dit oui à sa propre richesse en apprenant enfin à dire non aux autres. Le choix vous appartient. Choisissez bien.